Installez-vous. On était sur le point de commencer, voilà, avec un petit poil de retard. Voilà, exactement, c'est parfait. Et donc, de parler de cette question à la fois passionnante et très délicate de la culpabilité. D'aucuns pensent que la culpabilité est le premier mal de l'humanité. Et Lise Bourbeau en parle en ces termes, c'est pas la seule, et c'est vrai que la culpabilité est très discrète, très insidieuse, et de sorte qu'on s'occupe toujours de plein d'autres choses sans trop en parler. La culpabilité, c'est vraiment un élément qui nous casse la vie et qui vraiment perturbe beaucoup nos systèmes. Alors, j'ai envie de commencer par une question. C'est quoi pour vous la culpabilité? Qu'est-ce que vous donneriez comme définition? C'est de ne pas assumer une décision. Pas assumer une décision. Et donc de la ressasser, de vivre dans le passé. Vivre dans le passé, en ressassant une décision qui n'a pas été prise. Oui, c'est ça, on va pas assumer. Et du coup, juger la décision qu'on a prise constamment. Donc, ouais. L'assumer. D'accord, pas assumer. D'accord. C'est une possibilité. Autre chose? Je pense que parfois c'est aussi une responsabilité que je prends et qui ne m'appartient pas vraiment. Enfin, souvent. Intéressant. Je prends une responsabilité qui ne m'appartient pas. Ouais. J'arrive pas à me détacher vraiment de ça, en me disant mais non, j'y suis pour rien, pourquoi je me sens coupable alors que je ne suis pas responsable. Ouais, ça c'est super intéressant. Pourquoi est-ce que je me sens coupable alors que je ne suis pas responsable? Ouais, on doit dit sentir coupable. Se sentir coupable. Se sentir coupable. Ouais. Bon, moi je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire, ouais. C'est exactement ça. Alors effectivement, la culpabilité, elle peut prendre plusieurs formes et surtout, elle intervient dans plusieurs cadres, dans plusieurs situations. Culpabiliser, c'est se sentir coupable. Se sentir coupable, c'est porter un jugement négatif sur soi. C'est ça l'idée. Alors ça peut être dans un tas de domaines. On peut porter un jugement négatif sur quelque chose qu'on a fait. On a fait quelque chose de mal. On fait quelque chose de mal. Par exemple, je bois trop de café. C'est pas mon cas. Mais, ou n'importe quoi d'autre. On fait quelque chose de mal. Bon. On considère qu'on fait quelque chose de mal. On a l'impression. Donc il y a une évaluation, un jugement porté sur soi, un auto-jugement. Et si ça s'arrêtait là, ça serait encore supportable, parce que c'est bien de se juger pour savoir où on est, où on va. Mais en fait, plus que le jugement, il y a une condamnation. Je me condamne. En fait, la culpabilité, c'est un sentiment très désagréable. C'est vraiment pas cool de se sentir coupable, de se violenter comme ça, donner des coups de fouet. C'est vraiment pas cool. Et donc, au fait, on se punit en étant coupable, en culpabilisant. C'est une auto-punition. On va juger quelque chose qui a été fait ou quelque chose qui n'a été pas fait. J'aurais dû faire ça et je ne l'ai pas fait. Je peux me sentir coupable de ne pas avoir tenu la porte à la vieille dame. J'ai passé tout droit parce que j'étais pressé. J'ai dit merde, j'ai pas vu qu'il y avait une vieille dame. Puis j'ose pas retourner, je suis peut-être un peu timide, ou je veux pas avoir l'air con, je veux pas qu'on me juge. Et je vais ressasser, j'aurais dû tenir, c'est salaud quand même. La vieille dame, elle était avec ses cannes, j'ai même pas tenu la porte. Je suis qu'un salaud. Donc là, je vais commencer à me le fouet, le bâton, et je vais donc me punir.
C'est intéressant. Alors, avant d'explorer ça dans le détail, j'aimerais souligner qu'il y a deux grands mensonges concernant la culpabilité. Quand je dis des mensonges, c'est des mensonges qui sont propagés par la société, l'éducation, la morale, la religion, et qu'on entretient à l'intérieur de soi. Le premier mensonge, c'est de penser que si je me punis à travers la culpabilité, je me fais passer un mauvais quart d'heure avec des mauvaises pensées, en me condamnant, en me disant des mauvaises choses à mon sujet, si je me punis, eh bien peut-être que les autres ne vont pas me punir. Donc il y a cette idée que si je fais quelque chose de mal, j'ai peur d'être pris en défaut, j'ai peur d'être repéré, d'être jugé, d'être condamné par les autres. Et pour éviter que ça arrive, hop, je les prends de vitesse, je le fais d'abord. Avec le secret espoir que ça va passer. Ok ? Ça c'est un comportement enfantin, infantile même on pourrait dire, puisqu'il perdure à l'âge adulte. Et donc, c'est un mensonge qu'on se raconte, sans le faire exprès, évidemment. C'est un conditionnement, un programme interne, inconscient, qui génère ça, ce premier mensonge. Le deuxième mensonge, alors, il est beaucoup plus connu, ce premier étant quand même très inconscient. Le deuxième est plus conscient, c'est de se dire, si je culpabilise, eh bien, ça va m'aider à ne pas recommencer. Donc, si je reprends l'histoire de la porte avec la vieille dame, etc., en culpabilisant, je pense que la prochaine fois que je me trouve dans cette situation, je vais mieux faire. Je vais me corriger. Donc ça vient aussi de loin, pareil, l'éducation, la culture. Du fait que quand on est petit et qu'on fait des mauvaises actions, on nous corrige. On nous met des claques, on nous met des punitions, des taloches et tout ça, on nous corrige. Bon, c'est un peu à l'ancienne, ça se fait un peu moins aujourd'hui, mais ça se fait encore de manière plus subtile. On ne donne pas des claques, mais on va de manière plus subtile corriger l'enfant pour qu'il ne recommence pas. Et un des moyens de corriger l'enfant, justement, c'est de le faire culpabiliser. Il dit, t'as pas été gentil, c'est pas bien, t'as fait pleurer maman. Par exemple. Je prends des exemples un peu gros, évidemment vous décodez que ça peut être plus subtil que ça. Mais c'est assez profond, ce qui fait que ça alimente ce deuxième mensonge, que si je culpabilise, eh ben, je vais m'améliorer, je vais me corriger. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Au contraire. Pourquoi c'est le contraire? Parce que en culpabilisant, d'abord je vais me crisper, donc il n'y a plus tellement de souplesse dans les énergies du corps qui permettent une fluidité de l'esprit aussi. Mais surtout, en culpabilisant, je vais focaliser mon attention sur ma faute, ce que j'estime être une faute. Je vais focaliser mon attention sur ma faute, et bien évidemment, en focalisant mon attention, je vais lui donner plus de place. Ça va donner de l'émotion, ça va mettre de l'émotion sur l'expérience, et cette expérience elle va donc s'engrammer en moi de manière plus importante. Et donc, mon esprit inconscient va attirer son attention, attirer l'attention de l'inconscient sur cette faute. Donc on va amplifier en fait quelque part la faute, ce qui va avoir pour effet qu'on va replonger dedans plus facilement. Il y a un deuxième phénomène qu'on peut observer, c'est que si je culpabilise trop, ça va devenir tellement pénible pour moi
que je vais me mettre à nier ma culpabilité. Parce que c'est insupportable. Je dis, moi, c'est rien de tenir la porte d'une vieille dame. On s'en fout. Elle n'a qu'à se démerder. Moi, je me démerde bien. On va trouver des combines pour se rassurer, nier la culpabilité. Moi, je m'en fous des vieilles dames. Par exemple. Et donc, en niant la culpabilité, on va... Ah ben voilà, quelqu'un qui arrive, je vous en prie, soyez le bienvenu. Mais ne vous inquiétez pas, soyez le bienvenu, elle n'est pas très nombreux. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je disais? Oui, donc en culpabilisant, on va, à un moment donné, si on culpabilise trop, souffrir tellement de cette culpabilité, de cette punition qu'on s'inflige, qu'on va commencer à la nier. Et en niant la culpabilité, ça va devenir une culpabilité inconsciente. Quelque chose qui est là sans que je sache que c'est là. Ça va alimenter quelque chose d'inconscient, mais j'ai un peu perdu le fil, je dois avouer. Ça va alimenter quelque chose d'inconscient qui oriente encore une fois notre pensée sur cette culpabilité, sur cette faute. Alors on va se dire que je n'ai rien à cirer de faire des erreurs, etc. Mais on va se couper de plus en plus de notre responsabilité et on va avoir cette culpabilité inconsciente qui s'installe, qui va... C'est le truc qu'on met sous le tapis, c'est le problème qu'on ne veut pas voir, etc. Et à terme, l'être profond, on va dire la supraconscience, à travers le corps, va un petit peu nous rappeler à l'ordre. Et ça génère des douleurs, des maux de dos, des jambes cassées, des maladies, et ce genre de trucs. Donc la culpabilité est vraiment au centre un peu de tous nos maux, parce que c'est un auto-jugement sévère, une condamnation de soi qui nous amène à véritablement nous punir. Alors puisque Franck nous a rejoint et a loupé quelque chose quand même d'important, je rappelle les deux grands mensonges à propos de la culpabilité. Le premier, c'est d'avoir cette croyance que si je me punis suffisamment, les autres ne vont pas me punir. Le problème, c'est qu'on ne se punit jamais assez. On se rend compte qu'on peut être coupable d'un truc qui a eu lieu il y a 20 ans ou il y a 50 ans et toujours être coupable. J'ai pas été là pour ma maman, j'ai pas été là pour l'ami qui avait besoin, etc. La culpabilité, c'est un truc qui ne passe jamais si on fait rien. Ça reste vraiment engrammé profond. Donc le premier mensonge, croire qu'en se punissant, les autres ne nous puniront pas. Et le deuxième mensonge, qui est que si je me punis, je vais m'améliorer. Alors tout ça a à voir évidemment avec le jugement. Le jugement est central dans la culpabilité. Et c'est là où on a un peu de prise. C'est-à-dire que plus notre jugement va être sévère, plus on va culpabiliser. On pourrait dire que la culpabilité, c'est un effet d'un jugement exagéré, d'une pression qu'on met sur soi. Alors, évidemment, le jugement est relatif à notre vision du bien et du mal, qui, faut-il le souligner, n'est pas tout à fait la même pour chacun d'entre nous. Alors qu'un va trouver tout à fait scandaleux de ne pas tenir la porte de la vieille dame qui arrive derrière, l'autre va trouver, il ne va même pas y penser, quoi. On a différents points de vue sur la notion de bien et de mal, ça dépend aussi de son éducation. On est nombreux à avoir une éducation religieuse ou en tout cas très empreinte de christianisme, c'est notre monde occidental. Qu'on ait été à l'église toute son enfance ou pas, on est de toute façon
au minimum un petit peu imprégnés par ces notions de bien et de mal, de paradis, d'enfer, de punition, etc. On est quand même bien imprégné de ces choses-là. Et tout ça fonctionne évidemment sur le mental, puisque c'est le mental qui est binaire, hein, pour qui il y a bien, mal, juste, faux, etc. Au niveau de l'être, au niveau de l'âme, au niveau de notre être profond, on est beaucoup plus subtil que binaire. On peut mettre des valeurs différentes sur les choses. On peut voir que les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires, et que, en fonction des circonstances, on peut effectivement pondérer ce qu'on pourrait appeler dans ce contexte la faute. Si vous volez une pomme dans un magasin, si vous volez une pomme sur un arbre chez le voisin ou au bord du chemin, c'est un vol, c'est pas votre pomme. Si vous volez une pomme qui est tombée de l'arbre, mais qui est encore dans le pré du jardin, vous devez camber la barrière, même s'il est en train de pourrir. Ça reste du vol d'une pomme pourrissante. Et c'est de toute façon un vol. Donc, au niveau moral, c'est de toute façon une faute. Maintenant, on se rend bien compte que ce n'est pas tout à fait la même faute. Il y aurait pire, par exemple, c'est voler la pomme d'un enfant qui est en train de la manger. Ça, c'est vraiment salaud. On a donc des jugements, des critères qui nous permettent d'évaluer un petit peu nos fautes. Je continue d'utiliser ce terme, vous voyez bien ce que je veux dire. Qui peuvent être évidemment une faute par action ou par omission. On peut faire une action, une mauvaise action, ou ne pas faire une bonne action. Ne pas tenir la porte à la vieille dame, c'est une faute par omission, on va dire. C'est ne pas faire un acte qui aurait été sympa. Mais on peut tenir la porte, et puis quand la vieille dame est juste dans le chambranle, la lui envoyer dans la tronche. Ça, c'est une vraie faute, pas une vraie action, n'est-ce pas? Alors, il y a des fautes qu'on fait sciemment, il y en a qu'on fait inconsciemment. Il y a toutes sortes de degrés là-dedans. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ces condamnations sur les actions ou les inactions, les actes manqués, on pourrait dire, vont nous amener à faire ce qu'on va appeler, donc, dans une sorte de hiérarchie d'importance, des actions qui sont mal, faire du mal, ou alors un peu moins grave, être incorrect, ou alors un peu moins grave, être insuffisant. Je ne fais pas assez bien. Alors c'est clair que si on fait du mal sciemment, c'est plus grave que si on marche sur le pied dans le bus, parce que le bus a freiné, puis pardon, j'ai fait du mal à quelqu'un sans le vouloir. Vous comprenez bien toutes ces choses, on ne va pas y passer une heure. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a un truc beaucoup plus subtil, c'est d'avoir cette impression qu'on est insuffisant. Et ça a à voir avec notre désir de perfection. On veut être parfait. On aimerait être le plus parfait possible, voire on aimerait être parfait, carrément, tant qu'à faire. Et donc, évidemment, si on veut être parfait, on n'y arrive jamais. Donc, même si on sait que c'est impossible d'être parfait, on maintient quand même une sorte de fantasme inconscient qui nous fait désirer être parfait. Et tant qu'on n'est pas parfait, on est insatisfait. On est fautif de ne pas être parfait. Donc, on va développer une culpabilité, simplement, je dirais, entre guillemets, sur une imperfection. Alors que l'imperfection, c'est la condition humaine.
Ce qu'on se rend compte quand on décortique un peu les choses comme ça, quand on y réfléchit un peu plus dans le détail, c'est qu'en fait, on est hyper dur avec ça, hyper exigeant. Et que la culpabilité a à voir avec cette exigence. Et cette exigence, elle vient d'où? Elle vient de l'ego. C'est l'ego qui veut être parfait. Alors c'est l'ego qui est directement relié au mental, et qui pilote avec cette histoire, c'est bien, c'est mal. Ah, tu fumes encore une clope, mais c'est mal, enfin. D'accord? Ou bien, tu bois encore un verre, oh là là, c'est un verre de trop, ou tu as pris encore du bide, c'est quoi cette histoire? Bref. On peut très bien ne jamais arrêter de se violenter avec cette culpabilité. Et c'est ce qu'on fait, sans s'en rendre compte. C'est pour ça que c'est un des sujets les plus importants. C'est pour ça que peut-être on est si peu nombreux. Je ne sais pas. Mais peu importe, peu nombreux, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est très subtil, c'est très profond, et ça a vraiment à voir avec l'ego. Cet ego qui veut être parfait, donc il y a cette espèce d'orgueil de vouloir être parfait, cet ego qui veut être au-dessus des autres. Moi, je suis plus fort que les autres, je suis mieux que les autres, je vaux mieux que les autres. Évidemment, on est loin de l'humilité avec ça. On est loin de la détente. On se fout une monstre pression. Et donc, c'est une manière, en culpabilisant, et ça c'est intéressant, quand je culpabilise, je me glorifie. L'idée c'est, je veux être parfait, je me vois parfait. J'y arrive pas, j'aimerais être parfait parce que je serais au-dessus des autres, je serais plus puissant, je serais tout puissant quelque part. J'y arrive pas et je me dis, mais au moins je culpabilise. Qu'est-ce que je suis un type bien quand même de culpabiliser, de ne pas avoir tenu la porte à cette dame. Alors il y a une petite voix qui me dit, ouais, mais tu serais un type encore mieux si tu tenais la porte. Oui, mais je suis quand même déjà vachement un type bien de culpabiliser. Donc on entretient cette culpabilité de diverses manières pour contenter notre ego. Contenter une part de soi, l'ego c'est une part de soi. Quand on parle de ça, j'aime pas trop. Alors l'ego, chaque fois qu'on parle un peu de développement personnel, l'ego il ramasse des tartes. Hein, il est toujours en plein centre de la ligne de tir et c'est pas tout à fait correct de faire comme ça. Donc avant d'aller plus loin à propos de l'ego et de comprendre un peu ce qui se passe et de poursuivre cette exploration de la culpabilité, j'aimerais quand même dire que l'ego, c'est pas un truc à jeter en bloc. L'ego, c'est quelque chose qui nous joue des tours, c'est vrai. Parce que sa fonction nécessite de prendre les commandes. L'ego, c'est ce qui nous permet d'entrer en action. Si vous n'avez pas d'ego, faites rien. Si vous n'avez pas d'ego, vous évoluez pas en tant que personne. On a besoin d'un ego pour réussir un examen, pour réussir à dépasser ses limites, à entrer en relation, à créer une entreprise. Les artistes ont un ego, les créateurs ont un ego. S'il n'y avait pas d'ego, personne n'écrirait des livres, personne. Voilà, je veux dire, l'ego, c'est un moteur d'action. C'est un moteur d'action qui permet à l'être d'exprimer sa singularité. Donc l'ego, attention, souvent on lui laisse trop de place, c'est-à-dire il prend la place qu'on lui laisse. Hein? Et c'est parce qu'il a trop de place qu'il en fait un peu trop. Et il a des mauvaises informations qui viennent de l'enfance. Donc on devrait parler, quand l'ego prend trop de place, on peut parler d'un ego blessé. D'une partie de nous qui est blessée et qui a besoin de se glorifier, qui a besoin de se redorer le blason, qui a besoin de faire le malin,
etc. C'est un ego blessé. Quand votre ego est guéri, quand vous avez guéri ces blessures, votre ego, il est coopératif, coopérant, je ne sais pas comment dire ça, vous m'avez compris. Il va coopérer à l'expression de l'être. L'idée, c'est ça. L'idée, pour moi, une des idées fondamentales de la réussite personnelle, du développement personnel, de l'épanouissement, c'est d'arriver à équilibrer son ego et son être, de sorte qu'ils travaillent ensemble. Il n'y a pas de condition humaine sans ego. Il n'y a pas d'identité sans ego. Donc on a besoin de cet ego. C'est lui qui fait moteur de beaucoup de choses, moteur d'action. Mais s'il est blessé et qu'il est en déséquilibre par rapport à l'expression de l'être, il va prendre toute la place. Il va un petit peu se débattre. Un peu comme un enfant capricieux qui veut qu'on l'écoute. Et on reviendra un peu plus loin à ce sujet de la toute-puissance de l'enfant qui est très présente dans ces manifestations exagérées de l'ego. Donc l'ego, il y aura un café hypnose sur, je ne sais plus comment je l'ai intitulé, il y aura un café hypnose là-dessus, la puissance bénéfique de l'ego. Donc on fera toute une soirée sur cette thématique. Mais pour revenir à ce qui nous occupe, l'ego donc a besoin de se glorifier, l'ego blessé, il a besoin de ça, il a besoin donc de se flageller, de se punir, de culpabiliser. Il utilise cette culpabilité pour se glorifier et c'est lui qui maintient ses croyances que si je culpabilise, je vais m'améliorer, ou que si je culpabilise, les autres ne vont pas me punir, si je me punis assez. Donc voilà. Il y a dans l'ego un phénomène qui est très intéressant, c'est qu'on adore créer un effet. En fait, c'est peut-être la base de la vie. La base de la vie, c'est de créer un effet. Quand je parle, je crée un effet, je crée une vibration sonore. Quand je bouge, quand je travaille sur l'autoroute, je crée un effet parce que je dépasse, je me rabats, je m'enfile entre deux bagnoles. Il y a un effet, parce qu'il y a d'autres gens qui sont en relation avec mes actions. Donc mes actions ont un effet sur les autres. Et mon ego peut se glorifier, peut se gargariser avec cet effet, en disant, moi j'ai un effet sur l'autre. Et c'est ça, une exagération de ça, qui amène au cas du gars qui ne tient pas la porte à la dame, et puis qui dit, je m'en fous, elle a qu'à se débrouiller sans moi. Il crée un effet. Il va quelque part se gargariser du pouvoir qu'il a de mettre cette dame dans l'embarras, et il va gonfler son pouvoir en fait. On a ça à voir avec pouvoir, action de pouvoir sur l'autre, et ça c'est un ego blessé qui fait ça. Alors, pour rester bien dans l'axe de la culpabilité, on en parlait tout à l'heure un tout petit peu, c'est que parmi les effets qu'on va provoquer, le pouvoir qu'on va prendre sur l'autre, c'est qu'on va le faire culpabiliser. On va le montrer du doigt comme ça. Toi, tu te rends pas compte de ce que tu m'as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu te rends pas compte. Il n'y a pas besoin de dire plus. L'autre, il est là. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est affreux, c'est épouvantable. C'est de la manipulation. Les pervers narcissiques sont très forts là-dedans. Les pervers narcissiques, c'est très à la mode aujourd'hui. Comme thématique. C'est comme si tout d'un coup, il y en avait. Il y en a toujours eu, sauf que maintenant, on a mis un nom. Alors, on en voit partout. Il n'y en a pas plus qu'avant. Sauf qu'on les connaît un peu mieux, donc on les repère un peu mieux. À savoir que on a tendance à le conjuguer au masculin, mais il y a plein de femmes qui sont dans le même cadre. Je veux dire, c'est dans les deux sexes qu'on trouve les pervers narcissiques, bien entendu. Et donc, donc cet ego va nous jouer des tours. C'est un ego blessé qui va, en même temps, lorsque cet ego est blessé et que la culpabilité est inconsciente, qui va beaucoup être jugeant. Il va beaucoup juger les autres. Et ça, c'est intéressant parce que on juge les autres en fonction de ses critères personnels.
On porte un jugement sur le monde et sur les autres en fonction de notre propre histoire, de notre propre sensibilité. Je ne vais jamais porter un jugement ou une accusation sur quelqu'un, sur un truc que je n'ai rien à cirer. Si je juge quelqu'un en disant « Oh là là, mais celui-là, mais qu'est-ce qu'il est... » Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Hein, qu'est-ce qu'il est orgueilleux, par exemple. Eh bien, c'est parce que, effet miroir, c'est mon propre orgueil que je vais porter, qui va être réveillé par le sien. C'est un principe très simple. Quelqu'un qui est très méfiant, c'est quelqu'un qui n'est pas très honnête. Et je dis ça sans jugement, c'est vraiment un principe. Si moi j'ai tendance à piquer des trucs, à m'arranger, à mentir, à bidouiller pour que les gens, les choses s'arrangent autour de moi, puis que je suis un petit peu toujours dans la combinazione, hein, eh bien je vais penser que tout le monde est comme ça. Il y a même des cultures qui sont comme ça. Hein, des peuples hein, qui sont comme ça, où tout le monde se méfie de tout le monde, ils sont tous combinards. C'est une espèce de jeu, alors qu'il y a d'autres cultures où les gens sont très sérieux, voilà, je sais pas, et bien c'est ni bien ni mal, hein, c'est vraiment pas de jugement, hein, mais on voit qu'il y a des cultures dans lesquelles les gens sont toujours en retard, et d'autres cultures, les gens sont toujours très à l'heure. C'est culturel, c'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est que on va voir les autres en fonction de ce qu'on est. Et c'est ce qui pose problème quand vous changez de culture, que vous ne vivez pas dans le pays où vous êtes né, dans une autre culture, vous êtes confronté à une autre réalité, puis ça vient un peu vous chercher dans vos propres fonctionnements, et vous allez porter un jugement, toujours, je dis vous, nous, bien sûr, moi aussi, hein, on va porter un jugement sur les autres, uniquement sur ce qui nous touche. Quand on fait ça, quand on est dans ce jugement, un jugement fréquent, on a évidemment peur d'être jugé aussi. Quand on juge, c'est que le jugement, entendez jugement, condamnation, hein, quand on va condamner les autres, on va être critique comme ça, on va être un peu critique négative. C'est un état d'esprit et on va penser que les autres sont comme ça, même si c'est pas vrai. Parce qu'on croit que tout le monde est comme on est. Donc on va se méfier, comme le gars qui est pas très honnête, il va avoir toujours peur qu'on lui pique son porte-monnaie, son sac, etc. La personne qui est très jugeante va avoir l'impression que tout le monde la juge. Et c'est intéressant d'observer effectivement que c'est les gens qui sont très méfiants qui se font voler, cambrioler, etc. Il y en a d'autres, mais ils ne se font jamais cambrioler, jamais rien voler, jamais, ils ne vivent pas cette expérience. Ce n'est pas dans leur réalité, ils n'attirent pas ça. Tandis que quelqu'un qui est très méfiant, c'est peut-être de la télépathie, je ne sais pas, mais il attire les pickpockets. Pardon ? C'est la loi de l'attraction, comme on l'a vu au dernier café hypnose. Donc il y a un rapport de cause à effet qui est important. Alors on peut le constater puis dire qu'est-ce que j'en fais quoi ? Mais là où c'est intéressant, c'est de s'observer soi. Et j'aimerais vous témoigner par exemple de ma propre histoire. Ça remonte quand même à pas mal de temps, c'était autour de la quarantaine je pense, à peu près. Où je me suis rendu compte, alors je faisais du développement personnel, etc. Je crois que c'était quand j'étudiais l'hypnose, ou à peu près cette période-là, où je me suis rendu compte que je jugeais tout le temps les gens. Mais vraiment tout le temps. Quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a fait froid dans le dos. Hein. Je jugeais les gens sur leurs vêtements, sur leur coiffure, sur leur gros nez, sur leur manière de marcher. J'étais tout le temps dans le jugement.
Et en fait, ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené à prendre conscience que j'avais peur du jugement des autres. Et ça m'a amené à bien comprendre à quel point j'avais été, au fil de ma vie, victime, soumis, au sens soumis, au qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire si je fais ça ou si je fais pas ça, etc. C'est comme une espèce de culpabilité avant l'heure, projetée. Alors que j'ai encore rien fait, je me culpabilise déjà juste d'être qui je suis. Je suppose que je ne suis pas à la hauteur. Donc très sensible au jugement, très inquiet par rapport au qu'en dira-t-on, et très jugeant moi-même. C'était une belle évolution. C'est pour donner un exemple. Hein. C'était un peu, ça m'a fait froid dans le dos, et j'ai passé quelques mauvais moments quand j'ai pris conscience de ça. Les prises de conscience sont parfois un peu douloureuses, parce qu'elles nous amènent à un autre état, et puis on est vraiment surpris de prendre conscience qu'on fonctionnait comme ça. Toutes les personnes qui ont fait des sauts un peu, des transitions de vie ou des changements importants vivent ce passage. Pas censé durer des mois non plus, hein. Bah, des fois ça dure un peu plus long, puis des fois ça dure juste quelques jours ou même quelques heures, j'en sais rien, ça peut être un moment d'effroi, oh, mon Dieu, aïe aïe aïe. Alors justement, je peux culpabiliser de ça, puis me dire, oh mais qu'est-ce que j'ai été nul toutes ces années, et puis continuer de me donner des coups de bâton, hein. Et l'ego blessé qui continue d'essayer de cadrer, de contrôler les choses. Ou alors je peux entrer en indulgence avec moi et prendre acte. Prendre acte de cette prise de conscience. Derrière la culpabilité, il y a la honte. La honte est liée à la culpabilité. Mais pas forcément. On peut se sentir coupable sans avoir honte. Ça, c'est une belle étape. On va y venir juste après. Mais la honte, c'est le truc qui va entretenir la culpabilité. Je me sens coupable, j'ai honte d'être qui je suis, à travers cette condamnation, je veux le cacher, y compris à moi-même. Donc on entre dans le déni de culpabilité, et cette culpabilité inconsciente qui nous amène à faire ces choses dont on parlait tout à l'heure, ces rejets, cette manière d'espèce d'assumer, j'assume que je suis un sale connard, et puis que j'emmerde le monde, et je vous fais chier tous. Il y a des gens qui se positionnent comme ça, ils ont l'air très assumés, être sans culpabilité. Alors il y a une culpabilité, mais elle est derrière, elle est profondément enfouie. Hein. Le jour où ils se réveillent, ça fait mal. Bon, jusque-là, ça fonctionne bien. Mais il n'y a pas de remise en question. Quand vous avez une culpabilité, donc il y a une honte derrière, mais une honte aussi, pareil, qui est déniée. La honte, souvent, la honte est consciente, la culpabilité et la honte sont conscientes, plus ou moins conscientes. On sent qu'on se sent coupable, on sent qu'on a honte, on se sent honteux, on se cache, on se planque vraiment, et on tente de noyer le poisson pour que les gens ne se rendent pas compte. Donc, on devient faux avec les autres, pour que les autres ne voient pas nos défauts. Et du coup, on est coupable de ne pas être soi-même, de ne pas être honnête. Alors la culpabilité sans honte, c'est quoi? C'est intéressant, sans honte du tout. Hein. C'est une culpabilité, on va dire, saine. Celle-ci, elle ne dure pas. C'est juste prendre acte. Je marche, il y a le bus freine, boum, je marche sur le pied de la dame, oups, je m'excuse, c'est pas exprès, je me sens coupable d'avoir fait un faux pas. C'est typiquement un faux pas, et d'avoir blessé quelqu'un. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regretter. Hein, je vais regretter. Même si c'était pas voulu, mais c'est quand même mon pied, c'est pas le pied du voisin qui a marché dessus. Donc je vais regretter, et je vais m'excuser. Je vais tenter de réparer.
m'excuser auprès de cette dame, puis si vraiment je lui ai pété l'orteil, je vais l'emmener à l'hôpital, je ne sais pas. Ou si vraiment elle a mal, je vais l'aider à s'asseoir, je vais... Voilà. Bon, pas exagérer non plus, il faut lui offrir des fleurs, mais pourquoi pas? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'il y a, c'est que je vais tenter de réparer. Et quand on a donc ce sentiment de culpabilité, il est fugace, c'est une information, je prends conscience que j'ai fait un truc qui n'est pas bien. Alors, là, c'est vraiment pas exprès. Des fois, on fait un truc exprès, mais sans se rendre compte. On ne pense pas que ça va blesser autant. Hein? Des fois, on a un discours qui est un peu dur ou un peu direct. Et puis, on se rend compte que la personne en face est blessée. Ah mince, je ne voulais pas te blesser comme ça. Je ne me suis pas rendu compte. Hein? Alors, c'était une action volontaire, mais la portée était mal estimée. Donc, on a une petite culpabilité. On dit, voilà. Mais elle ne reste pas. Donc, ce n'est pas une condamnation. C'est un auto-jugement. Donc là, on est dans le jugement positif, enfin positif, lucide, on va dire. Je juge mon action, j'en porte les conséquences, c'est-à-dire que je vais réparer. Au moins, essayer de réparer le mieux que je peux. On va revenir un peu plus loin sur l'importance de choix, action, réaction, conséquence. On va y revenir un peu plus loin. On est vraiment dans un truc où le jugement, ce jugement qui est à la base au niveau de l'ego, qui tient compte de nos critères moraux, de bien et de mal, etc. On sait que tout ça est un peu relatif, mais enfin c'est notre base de jugement, c'est notre échelle. Ce jugement va nous permettre d'évaluer lucidement quand on fait une bêtise, on va dire, et ça nous permet de le regretter, donc de le repérer et de le réparer. Voilà un peu pour ce qui est de l'ego, comment l'ego intervient avec la culpabilité. On parlait de l'ego blessé, et ça vaut la peine d'explorer un petit peu comment ça se construit pour mieux comprendre. Alors, peut-être avant de partir dans ce chapitre, j'aimerais rappeler que s'il y a des questions ou s'il y a des réactions, n'hésitez pas à me couper, bien sûr. Et qu'après, il y aura un petit coup à boire. Les cafés hypnose, évidemment, parlent d'hypnose. Alors, c'est clair que quand on aborde des sujets comme ça, on parle surtout du sujet, puis un petit peu de ce que l'hypnose va pouvoir faire. C'est le sujet là qui importe. Mais ce qui est important, ce que je voulais souligner en disant ça, c'est qu'effectivement, l'hypnose va pouvoir intervenir à tous ces niveaux. Au niveau de la programmation de la culpabilité, au niveau de la guérison des blessures, au niveau de la confiance en soi, du regard sur soi, etc. On en parlera un petit peu à la fin. Et donc, l'ego blessé, ça va être lié à ce qu'on pourrait appeler la naissance de la culpabilité, c'est-à-dire l'enfant coupable. Alors ça, c'est vraiment important à comprendre, parce que ça explique beaucoup, beaucoup de choses. Quand on est enfant, entre 0 et 6 ans, ou même un peu avant 0, parce qu'on sait qu'on a déjà des souvenirs dans le ventre de notre maman, intra-utérin, et qu'il y a déjà des choses qui s'impriment. Quand on est enfant, on a un cerveau qui fonctionne parfaitement, tous les neurones sont là, toutes les connexions sont présentes, c'est un moteur tout neuf. Il n'a jamais fonctionné. C'est un disque dur vide. Donc ça fonctionne hyper bien, mais rien dedans. Et les premières années, tu vas pouvoir le constater avec ton nouveau petit garçon, les premières années, on dit jusqu'à 6 ans, on parle 7 ans, c'est l'âge de raison. Donc jusqu'à 6-7 ans, là, ces 6 premières années sont vraiment très très marquantes parce que
on parle des fois du cerveau en formation, c'est pas qu'il, alors il continue à se développer, mais surtout essentiellement, c'est que le cerveau se remplit d'informations. Au début, un enfant capte les informations brutes, les couleurs, les sons, les sensations physiques, les odeurs, l'odorat, les cinq sens, les odeurs et le goût, pardon, les cinq sens, et il y a un moment où toutes ces informations vont pouvoir être suffisantes pour se réunir et créer un réseau de compréhension. Mais au début, il n'y a pas assez d'informations pour que l'enfant fasse des liens. Il a besoin, quand il entend la première fois un chien aboyer, il n'entend pas un chien aboyer, il entend ouah ouah, et il ne sait pas ce que c'est. Il entend juste un son. Après, il voit un dessin animé où il entend nouveau ouah ouah avec un truc. Puis après, il voit ça au parc, etc. Mais il lui faut beaucoup d'informations, beaucoup de fois pour que ça fasse des liens. Et donc, ça c'est facile à comprendre qu'au fur et à mesure que le cerveau se construit, l'enfant va avoir de plus en plus de perception de qui il est. Enfin, déjà, il va prendre conscience qu'il est, parce qu'au début, il n'en sait rien. Au début, il est juste là. Il n'y a que des informations qui entrent. Hein. Et il va mettre donc du temps jusqu'à se rendre compte que le sein de la mère appartient à la mère et pas à lui, que la mère c'est pas lui, qu'en plus de la mère, il y a quelqu'un avec une grosse voix, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est le père, hein, parce qu'il est orienté sur la mère, sur le sein en fait, hein, a priori, pas que, hein, mais sur la chaleur, sur le tactile, etc. Enfin bref, il a ses premières impressions, c'est que il est tout. Tout est lui. Il ne fait pas la différence entre lui et les choses. Il faut beaucoup d'informations pour qu'il puisse se dire maman c'est maman, papa, le grand frère, la petite sœur, etc. Il faut beaucoup d'informations pour qu'il puisse faire cette compréhension et se positionner en tant que lui. Alors, il y a une notion qui est vraiment très importante. C'est qu'à travers cette expérience du bébé qui arrive, du début de la vie, l'enfant, il est tout puissant. Pour lui, il est tout puissant. Il n'a pas de vis-à-vis, il n'a jamais parlé à personne d'autre. Alors bon, on pourrait évidemment intervenir avec la question « Non, mais on ne vient pas, on a plusieurs vies, etc. On connaît des choses. » Ok, on va laisser ça de côté parce que ce n'est pas l'objet du soir. Et même si c'est vrai, le fait d'entrer, de s'incarner, sous-entend qu'on a effacé les souvenirs précédents, donc on arrive, si ce n'est pas tout neuf, en tout cas comme tout neuf. Et donc, à partir de ce principe, l'enfant perçoit tout comme si tout était lui. La lumière, c'est lui, les odeurs, c'est lui, le sein de maman, c'est lui, il attire tout. En plus de ça, quand il pleure, on lui donne le sein. Quand il pleure au milieu de la nuit, on se lève, on allume les lumières, on vient le bercer, etc. Il a tout le monde autour de lui est complètement orienté sur lui. Sur lui, rappelez-vous, c'était nous, hein. C'était moi, c'était vous. On a vécu ça. Cette sensation de toute puissance. Et au fil du temps, alors évidemment, l'enfant il va commencer à aller à quatre pattes, à tirer les choses par terre, il casse des trucs, quelqu'un d'autre ramasse. C'est le roi, hein, franchement. Moi, si je casse un truc, il n'y a personne qui ramasse, hein, depuis longtemps. Donc, il va entraîner cette sensation de toute puissance et tout ce qu'il intègre, tout ce qu'il met en place prend forme exactement comme il l'a mis en place. Donc, il a vraiment cette sensation de produire le monde. Le monde qui existe, c'est lui qui l'a fait. C'est ce qu'on appelle le syndrome de toute puissance. Ça a été étudié, mis en place par des psychologues, je ne me souviens plus les noms, mais peu importe. Le problème est le suivant, c'est qu'un
un beau jour, enfin, c'est pas un beau jour, mais peu à peu, il va y avoir une autorité, normalement c'est le père, enfin dans l'ordre des choses, mais ça peut être un autre éducateur, mais idéalement c'est le père, qui va dire non. Il va mettre les limites. Et l'enfant va évidemment être frustré. Mais c'est quoi ce bazar? Mais c'est mon royaume ici. Qui c'est qui vient m'empêcher de faire ce que je veux? Donc il va y avoir une espèce de sevrage de toute puissance qui va être difficile à passer pour l'enfant. Néanmoins, il va découvrir que le monde est au-delà de lui, grâce à ça. Le monde va au-delà de lui. Ça va lui permettre de s'identifier, de prendre conscience que son espace, son identité, son lui, n'est pas le monde. Et qu'au-delà de lui, il y a un monde à explorer. Sauf que, s'il n'a pas la limite, ou s'il n'a pas suffisamment la limite, et ça arrive malheureusement, alors c'est arrivé beaucoup dans les années 70 où Love and Peace, les hippies laissaient faire tout aux gosses, voilà, il n'y a pas de limite. Ça arrive encore aujourd'hui où il y a quand même pas mal de femmes qui vivent avec leurs enfants et il n'y a pas de présence masculine, il n'y a pas le mode, l'autorité qui met les limites. Alors la femme le fait, la mère, mais elle fait les deux trucs en même temps, donc c'est pas toujours très cohérent pour l'enfant. Hein. À la fois elle lui dit non, puis à la fois elle vient le câliner quand il pleure. Tandis que le père, non, lui il dit non, il câline pas. Il peut câliner, mais vous voyez ce que je veux dire. Les rôles sont définis. C'est beaucoup plus clair pour la structure de l'enfant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'enfant, s'il n'a pas les limites, va continuer à croire que c'est lui qui produit le monde. Que le monde, c'est sa production. Et l'effet de ça, il est très, très retors. Parce que, quand vous vivez ça, vous commencez à vous dire que tout ce qui ne va pas, c'est vous qui l'avez produit. Que tout ce qui ne va pas, c'est de votre faute. Ça, c'est hyper profond. Comprendre ça, c'est vraiment une clé pour régler beaucoup de choses. Et on l'a tous, ça. Parce qu'il y a tous des endroits où on ne nous a pas mis la limite. Ou pas assez, ou pas comme il faut, ou pas au bon moment. Peu importe, ce n'est pas la faute des parents, c'est juste la faute à la vie. Enfin, la faute. C'est juste comme ça. Et donc, il y a tous des endroits où on a gardé une espèce de croyance ou de fantasme de toute puissance. On en parlait au début avec l'ego, hein, l'ego qui veut absolument être parfait. Ça vient de là aussi. Hein. Ce fantasme de toute puissance, je suis tout puissant ou toute puissante, et comme je suis tout puissant et que je crée le monde, eh bien c'est de ma faute si je ne le sauve pas. C'est de ma faute s'il va mal. Parce que culpabiliser pour une mauvaise action, parce que j'ai marché sur le pied à quelqu'un, parce que j'ai été trop sec dans mon discours avec une personne, un employé, un collègue, peu importe, c'est dirigé. Je peux encore dire, ok, j'ai fait une action, ou j'ai manqué une action qui a eu un effet que je regrette. Maintenant, me culpabiliser pour la faim dans le monde, me culpabiliser pour la pollution sur la planète, me culpabiliser parce que ma maman a fait un ulcère, ou parce que mon cousin s'est lancé en bas le pont, en disant mais j'aurais dû voir, faire quelque chose, j'aurais dû... Hein? C'est exagéré comme responsabilité. Et ça vient fondamentalement de ce truc de la petite enfance, où on est resté, on n'a pas eu les limites suffisantes qui nous ont amenés à dire, ok, j'ai un espace, dans cet espace j'ai du pouvoir, donc de la responsabilité, mais au-delà de cet espace, ça m'échappe, c'est pas à moi. Et il y a vraiment un travail de développement personnel à faire, on peut le faire en thérapie ou toutes sortes de manières, ou rien qu'en en parlant, hein. Ça va peut-être un peu vous faire gamberger, ce qu'on discute ce soir.
de prendre conscience qu'en fait, ben, j'ai mon espace et en dehors de mon espace, j'y peux rien. Alors c'est pas que je me détache ou que je m'en fous, hein. Je peux aussi participer, mais il ne faut pas exagérer, quoi. J'ai ma part à faire, certes, mais j'ai pas à sauver le monde. Tout. Coup dur. Moi qui ai toujours pensé que j'étais un super-héros. Excuse-moi, Philippe, mais Bien en fait, sûr. si c'est le contraire, peut-être. Si c'est, excuse-moi. trop de limites, enfin, si tu as reçu dans le monde, si tu n'as que reçu des limites dans tout, ça ne va pas donner aussi le... Alors, oui. Ben, je ne suis pas bien vu qu'on me met beaucoup de limites, enfin, je ne sais pas. Oui, mais exactement, exactement. Ça, si on va te brimer dans ton développement, ben, tu vas développer une autre forme de culpabilité, c'est-à-dire que tu vas penser que tu es indigne. Et ça, c'est le deuxième truc de l'enfance. Donc c'est parfait que tu poses cette question parce que j'y venais. Donc je rappelle, le premier, c'est le syndrome de toute puissance qui fait que on va tellement se sentir créateur du monde qu'on va, par effet de conséquence, créer les choses négatives, le mal quelque part. Mais jusqu'à tel point qu'il y a des gens qui pensent être l'incarnation du diable, hein, je veux dire. Et ça va être horrible à supporter, donc beaucoup de culpabilité. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, par rapport à la petite enfance, c'est qu'un enfant, toujours durant ses 6 premières années, n'a pas assez d'éléments pour porter un jugement sur l'autre, et notamment sur ses éducateurs, papa, maman, ses professeurs, ses premiers maîtresses d'école, etc. L'autorité. C'est les grands, donc c'est eux qui ont raison, c'est eux qui le nourrissent, c'est eux qui en prennent soin, qui l'habillent, etc. Un enfant, par définition, n'est pas autonome, il est complètement dépendant de ses parents, de son univers immédiat, et donc, s'il subit des mauvais traitements, on va dire, qu'ils soient physiques, moraux, ou comme tu dis, trop de limites, brimades, etc., on est dans du mauvais traitement. Enfin, peut-être un peu exagéré, mais disons, dans un surcadrage qui empêche le développement de l'enfant, l'enfant qui subit ça, comme il ne peut pas remettre en question ses éducateurs, eh ben, il va naturellement prendre la responsabilité sur lui, c'est-à-dire se dire, s'ils me font ça, c'est que j'ai fait quelque chose de mal, c'est que je ne suis pas assez bien, c'est que je ne mérite pas leur amour. Il y a un truc que je n'ai pas fait juste. Parce qu'un enfant, jusqu'à 6 ans, il ne peut pas dire « papa a fait quelque chose de mal, maman a fait quelque chose de mal ». C'est impossible. Il n'a pas assez d'informations pour avoir cette compréhension. Il est juste en train de capter des informations. Donc imaginez un bébé ou un enfant, un petit enfant d'une année ou 2 ans, qu'on se coupe comme ça, tu vas la fermer, hein, parce qu'il pleure trop, ou j'en sais rien, ou on lui met une claque parce qu'il a baissé quelque chose, ou on n'arrête pas de le brimer en disant tu vas tomber, etc. Ou bien t'approches pas de la table. Bref, on n'arrête pas de l'embêter. Il va, comme il peut pas, il n'a pas assez d'informations pour se dire mais ma mère, mes parents, ils n'ont rien compris. Enfin, il est juste dans l'accueil des informations. Il se dit mais je fais quelque chose de faux. Je suis pas. Donc il va faire quoi? Il va crisper, il va se refermer. Hein. Et, comme il est encore dans sa toute-puissance, il va dire, je suis en train de créer des engueulades. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous comprenez le principe? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on m'engueule? Ou pour qu'on me limite? C'est lié ces deux choses, hein. La toute-puissance et le fait que j'ai pas assez de capacité d'expérience mentale, d'expérience, pour tirer la conclusion en disant, je veux plus. C'est 7 ans, l'âge de raison, ou 7, je crois qu'à partir de 7, ou 9 ans, je ne sais plus,
7 ans, on dit l'âge de raison. Ça dépend des enfants aussi. L'âge de raison, c'est-à-dire l'âge à partir duquel l'enfant peut légalement dire je ne veux plus aller chez mon père, chez les parents séparés par exemple. Je ne sais plus si c'est 7 ans ou 9 ans pour la légalité, mais à un moment donné où dans le cas de séparation, l'enfant il va chez le père, voilà, tous les week-ends ou tous les 2 week-ends, etc. Puis il peut pas, la loi c'est comme ça, on ne peut pas l'empêcher, même s'il se fait battre, etc. Donc il y a un âge de raison où on estime qu'il a suffisamment de perception, d'expérience pour dire non, je veux plus voir ce parent-là, quoi. C'est juste pour bien comprendre qu'on a besoin de ces premières années pour se former. Donc comme on n'est pas formé, qu'on ne peut pas analyser ce qu'on vit, on va se sentir coupable. Donc la culpabilité, elle prend source là-dedans. Et elle va nous poursuivre un peu quelque part à travers toute la vie sur ces mêmes principes. Donc la notion de se sentir indigne, c'est la source de la honte. Hein. Alors effectivement, il y a des gens qui ont eu plus de bol, qui ont une enfance, on dit une enfance heureuse, ils ont eu des parents compréhensifs, qui ont peut-être, qui avaient le feeling, et puis qui avaient peut-être un peu étudié, qui ont fait du développement personnel, et puis ils étaient dans un cadre chouette, et puis enfin voilà, ça s'est mieux passé. Ils ont eu l'amour, ils ont eu les limites, ça s'est bien passé, ils se sont bien construits, voilà, bah, c'est cool, chance, hein. Merci papa, merci maman, merci la vie. Mais il y a des gens pour qui ça n'a pas été aussi simple, il y a eu des incompréhensions, des engueulades, des baffes, etc. Alors, même quand tout va bien, même dans le contexte idéal, on va quand même traverser des émotions. Les fameuses 4 émotions que je répète chaque fois, les émotions négatives, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût. Ces émotions sont universelles. Pour parler des négatives, il y en a 2 positives, la joie et l'enthousiasme. Les positives sont très utiles pour se développer, mais par rapport au sujet du jour, on est plus en lien avec les émotions dites négatives, c'est-à-dire ces émotions qui à la base sont des informations, mais qui nous font vivre des états internes pénibles. Peur, colère, tristesse, dégoût, à travers ces émotions qu'on va vivre de manière brute les premières fois. Rappelez-vous, si vous êtes triste aujourd'hui, vous avez été triste déjà plein de fois dans votre vie. Donc vous pouvez relativiser cette tristesse, savoir que dans un jour ou une semaine, ça ira mieux. Quand on est enfant, la première fois qu'on est triste, on a l'impression de mourir. C'est épouvantable. On ne peut pas relativiser ça. C'est affreux. Oui, moi je le vois sur un bébé. Ouais. C'est très drôle. C'est incroyable. De la colère, en 3 secondes. Ouais. Ah, effectivement, comme c'est très brut, il peut effectivement passer d'un truc à l'autre très rapidement. Ça, c'est pas ancré encore. Ils vivent leur émotion Et donc, à travers la petite enfance, entre 0 et 6 ans, on va, j'allais dire, explorer les 5 blessures de l'être qui sont très bien décrites et étudiées par Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'être qui vont apparaître dans l'ordre, en fait. Ces 5 blessures ont un ordre parce qu'elles correspondent au système d'évolution de compréhension de l'enfant. Donc l'enfant va d'abord contacter la blessure de rejet, peut-être juste quand on le laisse dans son lit pour que les parents vont dormir. Rapidement aussi va explorer la deuxième blessure qui est la blessure d'abandon. C'est souvent un peu pareil, un peu relié. C'est pas tout à fait pareil parce que le rejet a à voir avec le rejet a à voir avec l'être. On se sent rejeté en tant qu'être.
Et puis l'abandon a plus à voir avec la situation, la condition. On va se sentir rejeté en tant qu'âme, presque, hein, en tant qu'être, en tant qu'esprit. Hein. Le rejet, ça va toucher très profond. L'abandon, c'est un petit peu, c'est grave aussi, hein, mais c'est un peu plus en surface, c'est-à-dire que c'est un peu, on va m'abandonner en tant que Philippe. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je suis en train de vous dire, en fait. Je l'explore un peu en même temps. Hein. Si vous avez des avis, je suis vraiment ouvert à partager. Mais le rejet est quelque chose d'assez brut, et l'abandon est un peu plus subtil, me semble-t-il. Il n'y a pas besoin d'avoir un cerveau très développé pour se sentir rejeté ou abandonné. Par contre, le suivant, c'est l'humiliation. Ça, c'est un peu plus tard. Parce qu'il faut déjà comprendre que je suis et que les autres sont, qu'il y a différentes personnes en interaction, pour sentir qu'on peut m'utiliser à des fins de manipulation pour me sentir humilié. Après, il y a trahison, c'est pareil. Hein. Trahison, c'est un peu plus loin encore, où on va être dans l'attente de quelque chose. C'est une attente qui est trahie. C'est comme on m'a fait une promesse, ou implicite ou explicite. Ma maman me promet de m'aimer, quoi. Puis le jour où elle m'engueule, je me sens trahi dans cet amour. Pour prendre un truc tout simple. Trahison, c'est un peu plus complexe. Et la dernière, qui est la blessure d'injustice, qui est la plus évoluée, donc on découvre un peu plus tard, puisqu'il faut comprendre, il faut avoir une notion de justice pour ressentir l'injustice, donc une notion d'équité, une notion d'égalité, une notion des autres, une notion du groupe, de la famille, voire même de l'humanité, pour percevoir la notion, la blessure d'injustice. Ces blessures, on va les vivre de manière forte dans la petite enfance, elles vont s'installer en soi, et puis elles vont évidemment se réveiller chaque fois qu'on les recroise dans la vie. Elles sont liées, hein. C'est des chaînes. Et donc ces blessures sont importantes, elles sont évidemment en lien, comme on a une blessure, c'est l'ego blessé, qui va alimenter la notion de bien, de mal, de contrôle, etc. Donc, participer à cette culpabilité. Et ces blessures, on va les reproduire. On va les attirer. On a souvent une blessure principale, voire deux. Et puis les autres sont un peu secondaires, même si elles sont toutes présentes. Et donc cette blessure principale, on va la reproduire, c'est-à-dire qu'on va tout le temps l'attirer. Loi de l'attraction, focalisation sur ce qui nous fait peur, donc on attire parce qu'on est tout le temps focalisé là-dessus. C'est toujours le même phénomène, on focalise sur ce qui nous fait peur et donc on a tendance à occulter le reste et à faire émerger ça. On peut reproduire la blessure de différentes manières, soit en tant que victime, soit en tant que bourreau, soit en tant que sauveur. Hein, le fameux triptyque que vous connaissez peut-être. Il y a un bourreau, une victime et un sauveur. Mais en fait, c'est toujours la même culpabilité derrière. Qui tient tout ça? C'est une blessure. Avec une culpabilité, j'ai créé cette blessure. Où je ne méritais pas de ne pas être blessé. Hein, on est toujours dans ce truc-là. Et donc, on va attirer sans cesse cette blessure d'une manière ou d'une autre. À savoir qu'on n'est pas toujours bourreau pour quelqu'un, et ça, c'est la base de la culpabilité, c'est qu'on est bourreau pour soi. Je me punis. Et je suis à la fois bourreau-victime. On n'est pas toujours le bourreau d'un autre. On est la plupart du temps son propre bourreau. On ne fait jamais personne souffrir autant que soi. On est très fort. Ça fonctionne comme ça. Jusqu'à ce qu'on devienne sauveur.
de soi, peut-être, un petit moment, puis après on sort du truc. Mais le sauveur, il est aussi coupable. Il ressent la même culpabilité, sinon il ne sauve pas. La victime ressent la même culpabilité, qui la met toujours dans je mérite de souffrir, je mérite de souffrir. Et le bourreau, il est dans la même culpabilité. Même s'il fait souffrir quelqu'un d'autre, il est dans la culpabilité, je dois faire souffrir. Je souffre de faire souffrir. C'est plus fort que moi. Regardez les tueurs en série, etc. La plupart regrettent. C'est plus fort qu'eux. Donc il y a une culpabilité derrière. C'est très 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 important, central la culpabilité. Et c'est chouette de pouvoir en parler comme ça. Enfin chouette, pas très marrant comme sujet, mais c'est chouette de pouvoir de commencer peut-être un peu à le voir comme un kaléidoscope, un peu avec toutes ses couleurs. Ok. De fait, on va beaucoup se contrôler. Le contrôle, c'est l'antithèse du lâcher-prise, n'est-ce pas? Et le lâcher-prise, c'est ce que tout le monde cherche. Alors que le contrôle, c'est ce que tout le monde trouve. C'est tellement facile de se contrôler, d'essayer de se contrôler, du moins se retenir, se priver, se taire. Être bien comme il faut, comme on m'a dit qu'il fallait. Être un grand gaillard, bien fort, une jolie fille, être comme il faut. Être gentil, être poli, et bla 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 bla. Alors je ne dis pas qu'il faut commencer à cracher par terre, à faire n'importe quoi, mais bien, mal. Donc on est toujours sous contrôle, et ça nous met une pression dingue, et tant qu'on se met la pression, on n'arrive pas à tirer le son de l'expérience. Pour tirer le son de l'expérience, il faut en venir à une indulgence envers soi, une bienveillance envers soi. Qui me permet de me détendre et du coup de changer. On va y revenir un peu plus loin. Donc le fait de faire quelque chose de mal ou de s'abstenir de faire quelque chose de mal, c'est la même culpabilité. Que je boive trop d'alcool ou que j'arrête de boire de l'alcool, c'est la même culpabilité. Le seul qui n'est pas coupable, c'est celui qui n'a jamais bu, qui s'en fout, qui boit du thé, de l'alcool, c'est égal, il n'y pense pas. Ou alors l'alcoolo, qui est très content d'être alcoolo, il boit son verre, il l'assume. Il faudrait un peu gratter s'il n'y a pas un peu de culpabilité derrière. Parce que, voilà, dès qu'il y a un dysfonctionnement, une exagération, une autodestruction, une punition, une autopunition, il y a toujours de la culpabilité derrière. Mais il y a un truc très joli à voir. Il y a des gens qui se contrôlent beaucoup sur ce genre de trucs, l'alcool, les pâtisseries, le poids, etc., tous ces trucs. Dire, ah, mais je m'accorde un demi-éclair au chocolat aujourd'hui. Il y a de la culpabilité. Si je me l'accorde, c'est que je ne devrais pas. Donc il y a de la culpabilité. C'est une culpabilité qui craque, mais c'est une culpabilité quand même. C'est pas comme quelqu'un qui prend ouh, j'ai envie d'un éclair au chocolat. Il le mange. Il a du plaisir, il mange avec plaisir, ça passe bien, il ne prend pas un gramme. Non, mais franchement, ça se digère tout bien. Parce que toute l'énergie du corps est fluide. Ça va digérer impeccable. Ça va ressortir de l'autre côté, tout seul, en gardant bien ce qu'il faut entre deux. C'est nickel. Ce qui nous fait grossir, tomber malade, et toutes ces choses, c'est la culpabilité. Je fais un truc, mais je ne devrais pas le faire, mais je le fais quand même, etc. Puis les coups de bâton. C'est ça qui nous fait du mal. Et c'est pour ça que, je disais au tout début, d'aucuns pensent que la culpabilité est au centre de tous les maux humains. Et je pense que c'est assez juste. C'est vraiment en tâche de fond, un peu partout. Donc, faites-vous plaisir avec ces éclairs au chocolat et arrêtez de vous violenter.
on va voir comment faire un peu. Il y a vraiment... bon, je crois qu'on a parlé de pas mal de choses. Oui, cette histoire de contrôle. Donc le contrôle, c'est vraiment l'antithèse du lâcher-prise. On sait que le lâcher-prise, c'est ce qu'on cherche pour être bien, pour aller de l'avant, pour s'épanouir. C'est pas juste pour s'en foutre. C'est lâcher-prise, c'est pour se permettre d'être soi. Est-ce que je peux demander l'heure à quelqu'un? Parce que juste pour que... 11h23. Oh là déjà, ok, bien. Sans me mettre à parler trop vite, j'ai encore, voilà, 2-3 choses à vous partager qui me tiennent à cœur. Un petit peu, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais un petit peu pour clore toute cette histoire, on a parlé de l'ego, du jugement, des blessures, de la toute-puissance de l'enfant blessé, de l'ego blessé, du contrôle. Tout ça, je pense qu'on peut commencer à bien piger comment ça se construit, s'est construit et comment ça s'équilibre en fait. C'est un équilibre hein, malgré tout. Et derrière ça, on peut considérer quelque chose de très important, c'est la différence entre l'identité et le soi, ce que j'appelle le soi, l'âme, la supraconscience, la conscience profonde, etc. J'en parle souvent, donc si vous m'avez déjà entendu, vous avez peut-être déjà entendu, mais je le dis chaque fois un peu différemment. L'identité, c'est notre condition humaine, c'est l'incarnation terrestre, c'est le fait d'être dans la matière, de s'identifier à une personne. Cette personne, elle est constituée de 3 niveaux, 3 étages. L'identité a 3 étages. C'est le corps. L'étage du milieu, c'est ce qu'on pourrait appeler le cœur. Les émotions et les sensations. Les sentiments, plutôt. Émotions et sentiments. Et le 3e étage, c'est le mental, la pensée. En résumé, corps, cœur, mental forment l'identité. L'identité change tout le temps, au fil du temps. On voit bien le corps changer. Je n'ai plus le même qu'il y a 10 ans. Ça me va. Pour l'instant, ça me va. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais on voit le corps changer, n'est-ce pas? Avec le corps, il y a aussi les émotions, les sentiments qui changent. On ne vit plus les sentiments de la même manière à travers le temps. Et les pensées suivent le mouvement, changent aussi. Pas les mêmes pensées, Dieu merci. Donc, l'identité bouge, elle change, elle se transforme au fil du temps. Alors que le soi, l'âme, la supraconscience, c'est quelque chose qui est comme un autre étage, mais ce n'est pas un étage de l'identité, c'est quelque chose qui est en dehors de l'identité. Quand j'arrive à la fin de ma vie, l'identité meurt. Le soi, bon, là il y a toutes les théories, mais il semble quand même que le soi poursuive, d'une certaine manière. En tous les cas, ce qu'on peut observer, c'est que le soi est en dehors de la matière, de l'espace et du temps. Le soi n'a donc pas les mêmes besoins que l'identité. L'identité a des besoins qui sont liés à la condition humaine. Et c'est pour ça que cette identité est tellement influencée par les expériences du début de la vie. Parce qu'on est vraiment dans le début de l'incarnation. Je suis ici, petit bébé, petit enfant, en train de commencer ma vie, en train de former mon identité. Et donc, toute cette formation d'identité va se placer là et va créer des besoins. Il y a 4 besoins de l'identité. Le besoin de contrôle, le besoin de sécurité, le besoin d'approbation et le dernier 4e qui est un besoin double qu'on appelle le besoin de séparation-unité. C'est un besoin double, j'ai besoin d'être séparé, j'ai besoin d'être uni. Quand je suis uni, j'ai de nouveau besoin d'être séparé. Quand je suis séparé, j'ai de nouveau besoin d'être uni. C'est une respiration. C'est ni bien ni mal. C'est un peu le yin-yang. Ça se complète.
Okay? Et c'est à travers cette sensation, à travers ce mouvement de séparation, unité, qu'on va maintenir l'illusion de l'identité, l'illusion de l'univers matériel. Allons-y, n'ayons pas peur des mots. Tout ça est une illusion à travers laquelle l'âme vient expérimenter et exprimer des choses. Cette illusion de l'univers, tout ça a été relativisé. Einstein a relativisé le temps. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'espace. La physique quantique commence à bien, même si ce n'est pas très popularisé, commence à bien comprendre que tout ça, c'est du vide, c'est du flanc. Mais c'est un espace de jeu qui nous permet de vivre toutes ces émotions, sensations, prises de conscience, etc., que le soi est en train de faire. Puis c'est chouette comme illusion. Moi j'adore les éclairs au chocolat. Voilà. Donc c'est une chouette illusion. On est là-dedans. L'identité avec ses besoins. Sauf que le soi, lui, il n'a pas ses besoins, parce qu'il est en dehors de ce jeu-là. Pourquoi je parle de ça maintenant? Parce qu'il est utile par rapport à la culpabilité, qui est un peu au centre de tous nos maux. Il est utile de prendre du recul par rapport à notre ego, qui est très impliqué dans la culpabilité, par rapport à nos croyances, à nos blessures, etc. Prendre du recul, on pourrait dire prendre de la hauteur, c'est-à-dire se relier au soi. D'autres personnes diraient se relier au cœur, alors au sens lumineux du terme, pas au sens émotionnel, comme je l'ai mis dans l'identité. Ça peut porter à confusion quand je parle du cœur dans l'identité, à émotion, sentiment. On peut parler du cœur en tant qu'énergie divine, un peu, quelque chose comme ça. Quand on se relie à ça, on se relie à notre étoile intérieure, ou extérieure, peu importe, c'est partout. Quand on se relie à ça, on sort de l'identité. On peut regarder l'identité depuis dehors. Je peux, quelque part, en faisant une petite pirouette personnelle, me voir depuis dehors, me voir avec du recul, ou d'en dessus, ou c'est égal, peu importe le côté, mais me voir avec du recul, avec un peu de distance. Et grâce à ça, me donner de l'amour. La clé, elle est là. C'est un peu, comment dire, l'aboutissement de tout cet exposé, c'est comment on sort de la culpabilité finalement. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? Alors il y a 2-3 choses quand même intéressantes. C'est qu'on peut se dire, la culpabilité est un indicateur. Premièrement, c'est une information. Quand je me sens coupable, c'est une information d'une limitation ou d'un défaut, une faute, un défaut de fabrique, un truc que j'aime pas en moi. C'est toujours ça. Que ce soit un acte manqué, une pensée, peu importe, un truc où je culpabilise, c'est que c'est un truc que j'aime pas chez moi. Je n'ai jamais culpabilisé pour mon nez magnifique, par exemple. Un truc que j'aime. Je ne peux pas culpabiliser pour un truc que j'aime bien. Je vais culpabiliser pour un truc que j'aime pas. Donc la culpabilité, me sentir coupable, c'est déjà premièrement un indicateur, un signal, une prise de conscience, enfin une proposition de prendre conscience d'un truc que j'aime pas chez moi. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la culpabilité m'invite à m'aimer tel que je suis. Sans culpabilité, je ne peux pas voir mes défauts. Enfin, ce que j'estime être mes défauts. J'ai besoin de cette culpabilité pour voir mon imperfection, ma limite. Et j'ai besoin de ces limites pour m'aimer pleinement. Parce que c'est facile d'aimer les côtés que je trouve cool chez moi. C'est facile d'aimer les bons côtés. Mais ce n'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande de nous aimer de manière inconditionnelle, c'est-à-dire avec nos mauvais côtés. Mauvais côtés, bien, mal, ça veut dire quoi?
Moi, je perds mes cheveux. Bon, c'est bien, c'est mal. Il y a plein de personnes qui vont être malheureuses, culpabilisées, faire des traitements, aller faire des implantations. Bien, mal, je ne sais pas. La culpabilité vous met en face, enfin nous met face à quelque chose qu'on n'accepte pas ou qu'on n'aime pas chez soi. Ça nous invite à réfléchir là-dessus, à voir comment est-ce qu'on peut être bien avec ce qu'on estime imparfait. Ça nous invite à réfléchir sur notre désir un peu exagéré de perfection. Ça nous invite à réfléchir sur notre orgueil, notre humilité. Ça nous invite finalement, c'est génial d'être coupable, de se sentir coupable. Ça nous donne une porte d'entrée vers quelque chose de personnel, pour autant qu'on l'accueille, qu'on veuille bien le regarder. Donc, toutes ces portes sur soi-même, c'est des invitations à être bienveillant avec ça. Patient, indulgent. À se dire, je suis comme ça, je peux m'aimer comme ça. Quand vous avez un enfant, si vous avez eu des enfants ou si vous imaginez avoir des enfants, un enfant, il doit apprendre des choses. Il n'est pas parfait au début. Quand il apprend à marcher, il tombe 1000 fois. Ou 10 000 fois, j'en sais rien, je ne peux jamais compter. On va mettre sur le dos un espèce de capteur, tu sais comment on compte les pas, pour compter combien de fois un enfant tombe avant de pouvoir marcher. On ne va pas lui en vouloir, on ne va pas lui dire mais qu'est-ce que t'es nul, ça fait 10 fois que hein. Ça c'est un raisonnement d'adulte. Un adulte, lui, il veut essayer quelque chose, il essaye 3 fois. S'il loupe 3 fois, il laisse tomber. Il dit je suis nul, j'arriverai pas. Si on était comme ça comme enfant, personne ne marcherait. On a marché, on s'est relevé jusqu'à ce que ça marche. Et on est émerveillé de voir un enfant faire ça. Quelle volonté. Bon, on trouve ça normal en même temps, mais c'est incroyable, quelle volonté. Hein? C'est génial, quelle intention. La culpabilité nous invite à avoir cette indulgence qu'on peut avoir pour un enfant. C'est notre orgueil, notre ego qui veut absolument être parfait, qui refuse notre imperfection, qui nous empêche d'avoir de l'amour pour nous. Si vous ne vous aimez pas, qui le fera? Et c'est très intéressant d'observer ça, parce que quand on ne s'aime pas, quand on n'arrive pas à s'aimer, on se rend compte qu'on va chercher l'amour à l'extérieur. On va demander à l'autre, aux autres, aime-moi, aime-moi. On va casser les pieds aux autres pour être aimé, parce qu'on n'arrive pas à s'aimer soi. C'est normal, hein, c'est sans jugement, bien, mal, je ne sais pas. Évolution. On va aller quêter l'amour auprès des autres. On va vouloir que les gens nous aiment, mais ça ne sera jamais assez. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous décroche la lune, si vous ne vous aimez pas, vous ne verrez pas qui vous aime. Ça ne marchera jamais. Donc, la culpabilité, même si c'est un sacré truc, c'est un sacré boulet qu'on tire à la patte, en même temps, c'est ce qui nous invite le mieux à nous aimer, à nous dépasser. Et là, et je terminerai là-dessus parce que, pas non plus trop allongé, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est de faire la différence entre la culpabilité et la responsabilité. Quand on commence à s'aimer, même un peu, on commence à passer de la culpabilité à la responsabilité. Je ne suis pas en train de me punir pour un truc que j'ai fait et que je cache pour que les autres ne voient pas que je l'ai fait, que je dénie de moi parce que je ne veux pas non plus voir. Je ne suis plus dans ce truc-là. Je prends ma responsabilité, je prends acte, que j'ai mon espace, que je fais des choix qui impliquent des actions, qui vont générer des réactions, des conséquences, et je prends en charge ces conséquences. Ça, c'est la responsabilité. Quand vous faites ça, vous ne vous sentez pas coupable. Vous n'êtes pas coupable. Parce que vous avez le droit d'être qui vous êtes. Vous avez le droit de choisir d'aller là ou là. Si quelqu'un est malheureux à cause de ça, si quelqu'un vous en veut, si quelqu'un vous juge, c'est son problème.
Il y a un truc génial avec la responsabilité. Quand vous prenez conscience de votre responsabilité, en même temps, vous prenez conscience que les autres, chacun a sa responsabilité. Et du coup, vous arrêtez de prendre la responsabilité des autres. Prenez la vôtre, vous savez que l'autre prend la sienne. Pourquoi j'irais lui voler sa responsabilité? Si je fais le truc à sa place, elle ne va jamais pouvoir le faire. Comment elle pourra grandir, apprendre? On pourrait même le développer plus loin, bourreau-victime. Quand je balance la porte à la vieille dame, en souhaitant qu'elle tombe par terre, parce que je suis un vrai salaud, je vais générer une énergie négative. La vieille dame va tomber, et elle va se faire aider par quelqu'un d'autre. Si je ne l'avais pas mise par terre, la personne qui l'a aidée après n'aurait pas pu l'aider. Il n'y a rien de mal. C'est des jugements. Dans l'univers, tout est équilibré. Quand on pousse d'un côté, ça tire de l'autre. Quand on baisse d'un côté, ça lève de l'autre. Quand vous perdez quelque part, vous gagnez ailleurs. C'est un équilibre total. Ce qui nous pourrit la vie, c'est qu'on juge, on se condamne et on entretient cette condamnation sous forme de culpabilité par la honte, par le fait qu'on ne s'aime pas soi. Et je vais terminer là-dessus, même s'il y aurait plein de trucs à dire encore. Si vous avez, on atteint le bout, on a même déjà dépassé un peu, mais j'avais envie de vous faire une petite expérience. Si vous avez encore 5 minutes, c'est OK pour vous? Hein? OK. Et donc, je ne vais pas m'étaler sur les bienfaits de l'hypnose pour sauver le monde et tout ça, blabla, la culpabilité, machin. Vous avez compris. Donc, je ne vais pas en rajouter. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un tout petit exercice que vous verrez assez petit, ça veut dire court. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Des exercices très courts qui ont des grands effets. Hein. C'est un exercice qui est tiré de la méthode Sedona. Je cite ça juste par correction. La méthode Sedona est une méthode très peu connue. Probablement parce qu'elle est trop efficace. Et puis parce que les gens qui aiment culpabiliser, ils ont besoin d'en chier pour avancer. Un truc trop efficace, ça ne les arrange pas. Tandis que si vous arrêtez de culpabiliser, que vous vous aimez, alors vous êtes prêt pour les méthodes efficaces et rapides. Il n'y a pas de raison de souffrir pendant des années. Et donc voilà, je vais vous inviter à trouver une position confortable et autant que possible, bien entendu, bien que même on peut faire ça dans une position inconfortable, ça marche aussi. En fait, ça n'a aucune importance, c'est juste pour se mettre un peu en condition de réception. Et je vais vous inviter à prendre une inspiration et à l'expiration de laisser vos yeux se fermer ou de les fixer quelque part dans l'espace si vous préférez les avoir ouverts. Je vais commencer par profiter que votre conscient est encore présent pour vous proposer quelques petites questions que vous allez laisser tourner un peu comme un mantra à l'intérieur de vous. Vous pouvez y répondre pour vous-même ou laisser votre inconscient répondre pour vous. Ça n'a pas d'importance. Est-ce que j'utilise cette culpabilité pour avoir de l'approbation, du contrôle ou de la sécurité? Est-ce que je peux me permettre de laisser s'en aller ce désir d'approbation, de contrôle ou de sécurité? Est-ce que j'utilise cette culpabilité pour avoir de l'approbation, du contrôle ou de la sécurité? Est-ce que je peux me permettre de laisser s'en aller ce désir d'approbation, de contrôle ou de sécurité? Et il n'est même pas nécessaire d'imaginer une rivière pour la voir couler devant vous. Et d'avoir cette sensation du regard qui se perd sur les vaguelettes. Comme si votre regard se miroitait dans chaque goutte d'eau accumulée en un flot continu.
peut-être dans chaque atome qui forme les molécules d'eau et la goutte, comme si vous pouviez entrer dans l'eau pour y observer votre propre regard et le laisser être emporté tout tranquillement en direction de la mer. Parce que vous savez avec certitude, avec une certitude absolue, que ça va à la mer, quelque part. Vous êtes-vous suffisamment puni? Pourriez-vous laisser partir votre désir de vous punir ainsi? Pourriez-vous vous permettre de cesser de planifier de vous punir encore à l'avenir? Vous êtes-vous suffisamment puni? Pourriez-vous laisser partir le désir de vous punir ainsi? Pourriez-vous vous permettre de cesser de planifier de vous punir encore à l'avenir? Vous êtes-vous suffisamment puni? Et la rivière vous emporte. Peut-être que dans votre univers intérieur, cette rivière peut passer sous les douves d'un château. Un château magnifique, au plein centre de ce royaume qui vous appartient. Peut-être êtes-vous vous-même en haut de cette plus haute tour, la plus haute tour du château, les appartements royaux. C'est chez vous. Et tout autour de ces appartements, il y a un balcon circulaire qui vous permet de voir le royaume de tous les côtés. Et depuis là-haut, vous observez votre bon peuple qui travaille, qui cultive les champs, qui répare, qui fabrique. Et de temps en temps, vous descendez, bien entendu, vers votre royaume, votre peuple, pour aller régler des conflits, soutenir le travail, donner des directives, ou soutenir ceux qui en ont besoin. Puis vous remontez. Et depuis là-haut, vous regardez tout cela à distance. Et même si votre vision est très claire, vous n'entendez pas forcément tout ce qui se dit en bas. Sur votre balcon, vous profitez du premier soleil du matin, car c'est la tour la plus haute qui reçoit les premiers rayons lumineux. C'est aussi elle qui reçoit les dernières lueurs du jour, lorsque la nuit a déjà enveloppé tout le royaume. Et vous recevez la lumière. Alors que la rivière coule, continue de couler et d'emporter tout ce qui a besoin d'être emmené au loin, à travers la nuit. Pourriez-vous vous permettre de laisser s'en aller tout sentiment de culpabilité? Laissez tout partir. Est-ce que j'utilisais cela pour avoir de l'approbation, du contrôle ou de la sécurité? Est-ce que je peux me permettre de laisser partir ce désir d'approbation, de contrôle ou de sécurité?
laisser partir le désir de se punir. Et se permettre de cesser de planifier toute punition ultérieure. Depuis là-haut, vous voyez tout. Et tout est tranquille. Silencieux. Merveilleux. La parfaite imperfection des choses. Dans la lumière sombre des étoiles nocturnes. Jusqu'à l'aube d'un nouveau matin. Et alors que le matin advient, vous pouvez imaginer qu'il vient vous réchauffer le visage. Une lumière se pose sur vos yeux, elle descend sur votre nez, votre bouche, sur votre cou, vos épaules, et peu à peu, elle vient envelopper votre thorax, votre bassin, vos bras et votre corps tout entier. Et quand votre corps est complètement dans la lumière, vous prenez une grande inspiration et vous revenez ici et maintenant, à votre rythme et à votre façon. Bienvenue de retour. Je sais que le voyage de chacun est absolument unique et intime. Et je souhaite qu'il ait été magnifique pour tout le monde.